Donc bonjour à tous enfin rebonjour et bonjour à ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. Alors que l'actualité illustre douloureusement les conséquences dramatiques de la dégradation de la santé psychique des jeunes et des enfants, en cette année de grande cause nationale 2025 autour de la santé mentale, nous allons consacrer cet après-midi à la santé mentale avec 2 tables rondes après l'intervention de Madame la sénatrice à qui je vais demander de me rejoindre, Marie-Claire G. Là, vous allez nous faire un propos introductif, un avant-propos pour lancer cette journée avant les 2 tables rondes de l'après-midi. Oui, je pense que c'est bon. Non ? C'est bon, super. Eh bien, d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est probablement comme sénatrice de Paris particulièrement engagée sur les enjeux de santé mentale depuis les responsabilités que j'ai exercées à l'Élysée auprès du président Chirac, mais aussi parce que j'étais jusqu'à il y a quelques mois encore ministre déléguée chargée de la coordination gouvernementale auprès du Premier ministre Michel Barnier. J'étais avec Geneviève Darrieussecq, la ministre de la Santé, chargée de piloter un chantier national de la première importance, celui de la santé mentale. Je me réjouis aujourd'hui de l'organisation de ce colloque et par avance des actes de ce colloque. J'espère que vous aurez la gentillesse. Bien évidemment, c'est prévu et on vous les transmettra. Pour leur donner encore plus d'écho, éventuellement, s'il y a des travaux à faire au Parlement, que je puisse m'en saisir, ce sera avec plaisir. Mais votre colloque illustre une mobilisation qui est précieuse, celle des professionnels, évidemment, des associations, des élus, des citoyens, réunis autour d'une cause qui nous engage toutes et tous. La santé mentale, qui est une question, bien sûr, de santé publique, mais au-delà, qui est aussi un combat profondément humain, un combat social, un combat éthique. Vous le savez, vous l'avez dit, vous aussi, cette question est trop longtemps restée reléguée dans l'ombre, et le parent pauvre de notre système de santé, marginalisé dans les politiques publiques, entouré de tabous, de silences, parfois de peur. Pourtant, l'OMS le rappelle, la santé, on le sait tous, ne se résume pas à l'absence de maladie. Elle était un état complet de bien-être physique, mental et social. Et donc, il est grand temps de regarder en face la réalité des souffrances psychiques, des maladies, de les nommer, de les prendre en charge et de les prévenir aussi. C'est précisément cette volonté de rupture, de changement de paradigme qui a conduit Michel Barnier à souhaiter faire de la santé mentale la grande cause nationale 2025. Une grande cause, c'est un label, c'est de la communication, mais pour nous, ce n'est pas un simple label, c'est une ambition, un cap, un chantier qui doit être collectif et un signal fort adressé à la société, celui de faire de la santé mentale une priorité politique, médicale et sociale. Cette reconnaissance qui a été portée par Michel Barnier, et je lui en suis gré, relayée, et je lui en sais gré aussi par François Bayrou, même si on attend les traductions quand même concrètes de ce chantier, a été pensée, en tout cas, comme le début d'une stratégie de long terme. Lorsque je travaillais à l'Élysée, j'ai été en charge de la conception et de la conduite de 2 grands chantiers, le chantier du handicap, celui des droits des personnes handicapées, et celui de la lutte contre le cancer. Et je retrouve avec la santé mentale des résonances très fortes, une nécessité absolue de briser les tabous dans la société, donc d'assurer un changement culturel face à ces maladies, de celui de structurer une politique publique cohérente avec toutes ces dimensions et faire émerger une parole politique forte. En gros, on a besoin d'une véritable transformation systémique et pas seulement d'une action publique qui est engagée un jour, qui est mise en œuvre et puis ensuite on oublie. Il s'agit d'améliorer le repérage, de renforcer la recherche,
d'assurer la continuité des soins, d'accompagner les aidants, de soutenir les parcours et surtout de mobiliser la société tout entière dans une démarche exigeante et incarnée. C'est cette vision que nous avons portée avec Michel Barnier. Dès le début, il a voulu faire de la santé mentale un chantier structurant à la manière de ces grands plans handicap et cancer initiés par Jacques Chirac. Et c'est dans cet esprit donc, que nous avons engagé l'action en demandant à chaque ministre, parce que ça relève de chaque ministre et pas seulement du ministère de la Santé, des mesures fortes pour agir, avec un principe qui a guidé notre action dès le début, celui de la transversalité. C'est pourquoi la grande cause doit irriguer l'ensemble des politiques publiques, l'école bien sûr, comme le lieu central de prévention, de repérage précoce, le travail, où le bien-être psychologique est un enjeu de performance, mais aussi de dignité, les réseaux sociaux, devenus pour les jeunes un espace de construction identitaire, mais aussi de vulnérabilité, la culture, un espace puissant de déstigmatisation, la recherche, indispensable à l'innovation thérapeutique, les collectivités territoriales, qui sont actrices de proximité et de solidarité, l'intérieur, la justice. C'est pourquoi nous avions écrit personnellement à chaque ministre pour rappeler que chacun avait un rôle à jouer. Cette approche, elle repose sur une conviction sans cohérence. Sans action collective, il n'y a pas d'impact. Trop souvent, les politiques publiques sont une addition de dispositifs sans articulation. Or là, on a besoin d'une action et d'une stratégie et d'une action à 360 degrés, interministérielle, intersectorielle, territorialisée aussi, capable de franchir les alternances politiques parce qu'elle correspond à un besoin vital. Car la santé mentale est devenue un miroir de nos fragilités collectives, solitude croissante, injonctions contradictoires, précarité économique, pression de la performance, omniprésence des écrans, violence intrafamiliale. Et face à cela, il ne suffit pas de soigner, il faut prévenir, protéger, accompagner et surtout changer de regard, faire de la vulnérabilité une réalité humaine que l'on accueille, que l'on encadre et que l'on entoure. Parmi les urgences, il y en a une que je veux nommer clairement, c'est celle de la jeunesse. Depuis la crise sanitaire, les signaux sont clairs et ils sont préoccupants. Troubles anxieux, conduites à risque, tentatives de suicide se sont multipliées. Mais la dégradation est plus profonde et plus structurelle. Les jeunes grandissent dans un climat d'instabilité et d'insécurité chronique entre tensions géopolitiques, urgences climatiques, fatigue démocratique. Ils évoluent dans un monde d'hyperconnexion, saturé d'images idéalisées, d'injonctions paradoxales et de pressions silencieuses. Beaucoup se sentent seuls, alors même qu'ils sont en permanence connectés, dévalorisés, alors qu'une pression maximale est mise sur l'image qui est renvoyée de soi. Une solitude d'un nouveau genre, faite de comparaisons incessantes, de relations éphémères, d'une difficulté croissante à tisser des liens durables et sincères. Cette précarité affective et relationnelle n'est pas anodine, elle alimente le mal-être, fragilise l'estime de soi, accentue la perte de repères. Beaucoup disent ne plus savoir comment être, comment se projeter, comment simplement tenir. Ils doutent d'eux-mêmes autant que du monde qui les entoure. Dans cet écosystème fragile, la santé mentale des jeunes vacille. Elle vacille parce qu'ils sont exposés à des récits contradictoires, à des attentes impossibles, à des normes inatteignables. Elle vacille aussi parce que notre société peine encore à leur offrir des espaces d'écoute, de respiration et de reconnaissance. Parmi les facteurs aggravants, et je tiens à avoir une parole sur ce sujet, il y en est un qui mérite d'être nommé sans détour, la consommation massive et banalisée du cannabis. C'est un sujet que l'on esquive trop souvent au nom d'une tolérance ambivalente. Mais je le dis ici avec force, cette tolérance est une erreur politique, sanitaire, démocratique. Car oui, cette consommation qui s'est banalisée, plus précoce, plus régulière, elle altère durablement le développement cérébral et la santé mentale. Elle érode l'attention, fragilise la motivation et accroît l'anxiété. Elle rend plus vulnérables aux récits les plus simplistes,
aux dérives complotistes, aux embrigadements, alors que les tentatives de manipulation des esprits se multiplient et surtout se diffusent beaucoup plus facilement qu'avant. Une communication de santé publique tournée vers les jeunes doit leur parler leur langue, elle doit leur dire que consommer du cannabis, ce n'est pas se libérer, c'est s'aliéner. Ce n'est pas élargir ses horizons, c'est les rétrécir, et qu'au-delà de leur santé individuelle, c'est notre liberté collective actuelle et future qui est en jeu, notre capacité à penser, à douter et à débattre. Mais je suis frappée qu'actuellement, il y a un prérequis qui n'est absolument pas satisfait pour qu'il y ait un véritable impact à une parole de santé publique. Encore faut-il que cette parole soit audible. Il faut que Santé publique France, le gouvernement, le ministère de la Santé investissent les lieux où se trouvent les jeunes. Et quand on regarde les moyens de communication officiels aujourd'hui en matière de santé et de santé mentale, on voit qu'il y a des choses extrêmement bien faites, mais on s'interroge absolument sur la façon dont ces belles vidéos, ces beaux messages peuvent être reçus par les jeunes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas adaptés à leur langue, à leur langage, et ils ne sont pas diffusés là où les jeunes se trouvent. Nous devons donc leur offrir des messages clairs, accessibles, fiables, sourcés, car informer, c'est protéger. Et dans cet effort collectif, c'est notre responsabilité d'adultes, de décideurs, de membres de la société qui est en jeu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci pour ces messages qui vont résonner très certainement dans les tables rondes qui vont suivre. Et je l'aurais dit, bien évidemment, les actes de cette journée, comme vous l'aviez évoqué en début de votre intervention, seront mis à disposition des élus, bien sûr, parce qu'ils peuvent être décideurs, mais aussi de tous les autres acteurs du parcours, parce qu'il s'agit bien sûr que tous ensemble, on l'a dit ce matin, on va leur dire cet après-midi, travaillons ensemble pour l'avenir. On va passer à la première table ronde de l'après-midi. Voilà, qui s'affiche là, sur l'explosion. Je vais demander aux intervenants de me rejoindre tout de suite. Voilà, tous les 5. Moi, je vais rester debout. Comme ça, je reste à côté. Je vais repousser un petit peu ça pour que ça prenne un peu moins de place. Asseyez-vous comme vous le voulez. Il n'y a pas d'ordre particulier. Et je me permets de m'excuser parce que je dois aller en séance publique. Parle au micro. Pardon. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ce n'est pas par désintérêt que je filme, mais parce que je dois aller en commission en séance publique. Merci beaucoup. On comprend bien, ce matin, c'était pareil avec des députés qui devaient aller sur le sujet fin de vie. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. On va passer à cette première table ronde de l'après-midi sur l'explosion des pathologies psychiques chez les jeunes, et notamment, on l'a évoqué déjà en introduction, sur le rôle des écrans. Je vais vous donner tout de suite la parole, Michael Stora, parce que vous devez partir assez rapidement après, sur justement cette addiction aux écrans qui est au cœur de nombreuses discussions. Comment on peut se libérer de leur emprise, comment on peut agir alors que c'est une réalité et qu'on ne peut pas l'empêcher. Alors, l'addiction aux écrans, c'est très vague. Pour le moment, la seule addiction qui a été reconnue par une organisation scientifique, c'était il y a à peu près 2 ans, c'est l'OMS qui a parlé de Video Game Disorder, trouble du jeu vidéo, qui dit certaines choses, qui se caractérisent non pas par le nombre d'heures jouées, mais tout simplement par la rupture des liens sociaux. Ce qu'on est en train d'observer, c'est que certaines personnes, pas n'importe qui, à un moment de leur vie, vont peut-être préférer être avant tout dans les mondes numériques plutôt que, je dirais, de supporter le monde bien réel, la relation à l'autre bien réelle. Et c'est vrai qu'il y a maintenant, parce que je suis avant tout clinicien, tout ce que j'évoque, c'est avant tout lié à mon expérience clinique, qui fait qu'il y a à peu près maintenant 10 ans, plus de 10 ans à peu près, avec l'avènement d'ailleurs du haut débit. C'est une innovation technologique qui a engrangé ce type de pathologie, qui a montré que certains jeunes, et je vais essayer de préciser quel type de jeunes, à un moment se retrouvent dans une situation où face à une accumulation d'échecs, ils décident à un moment de se retirer du monde et tels des ermites digitaux vont rester dans leur chambre. Alors je dis ça parce que en ce moment, en pédopsychiatrie, il y a une tendance qui est évoquée à pas mal de reprises,
qu'on appelle, qui est un phénomène qui nous vient du Japon, qu'on appelle les hikikomori. Peut-être que certains ici en ont entendu parler. C'est un phénomène qui est né au Japon dans les années 80, qui était en lien aussi avec une grave crise économique. Et on a vu finalement de plus en plus de jeunes, les chiffres étaient assez impressionnants, ça touchait presque 1,5 million de personnes, qui à un moment se sont retrouvés à déserter le monde et à être reclus dans leur chambre. Hikikomori en japonais veut dire décision volontaire d'être reclus chez soi. Et à l'heure actuelle, vous pouvez aller voir des sources bibliographiques, mais ce syndrome-là touche maintenant le monde entier, et entre autres la France. Et la France, même malheureusement, il n'y a pas encore véritablement de chiffres, mais on repère qu'il y a de plus en plus de jeunes qu'on va repérer avec les chiffres de l'éducation nationale par ce qu'on appellerait le décrochage scolaire, qui, comme vous le savez maintenant, puisque j'ai eu l'occasion de faire une conférence devant l'éducation nationale, les chiffres, on les cache un petit peu, mais on sait autour de 150 000 jeunes mineurs qui, à un moment, décrochent scolairement. Alors, il faut bien comprendre que, du point de vue de la loi, il est obligatoire d'être scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans, maintenant 18 ans. Donc, en général, se mettent en place des solutions qui sont où le CNED, peu de jeunes arrivent à le suivre, ou alors, tout simplement, des hospitalisations où la réponse sanitaire est donnée. C'est vrai que j'aimerais parler de ce type de jeunes parce que ce n'est pas n'importe qui. La sénatrice a évoqué un peu une problématique de santé mentale, mais il y a une autre dimension qu'on a un peu oubliée, qui est propre aussi aux hikikomori, c'est-à-dire qu'on repère que de plus en plus de jeunes en souffrance évoquent, et je fais référence ici à une étude qui a été menée par l'Université de Bordeaux, où plus de 43% des jeunes évoquaient qu'ils allaient mal, non pas à cause, je dirais, des réseaux sociaux, ni à cause de l'anxiété climatique ou des problèmes de guerre dans le monde, mais avant tout lié à la pression à la réussite. On en parle peu, mais de plus en plus de jeunes subissent cette pression à la réussite au point de s'effondrer totalement. Je dirais que les jeunes que j'ai reçus pour ce type de problématique, je vais en faire une sorte de petit profil. Ce sont avant tout des garçons à 98%, à peu près de 15 à 25 ans, tout en sachant que certains ont grandi. Ils ont tous été souvent diagnostiqués, alors en France on parle de diagnostic au potentiel intellectuel, souvent de haut niveau. Quand je dis haut niveau, c'est plus de 140, 150, présentant souvent des troubles du spectre autistique ou ce que certains appellent des neurodivergents. Alors vous avez TDAH, dyslexique, et des jeunes qui, alors c'est ça où j'aimerais préciser, c'est que en essayant de comprendre la spécificité de ces jeunes, j'ai souvent remarqué, parce que justement l'enfant comme une sorte de prolongation des idéaux parentaux, on est dans une société où on est de plus en plus sensible, attentif au bien-être de nos enfants, au point où quelque part cet enfant, eh bien, c'est une récompense. Un enfant qui est HPI, alors certains vont dire oulala, c'est terrible, mais néanmoins, il est bluffant. Il sait déjà lire et écrire avant tout le monde. Il est peut-être même suridéalisé. Et au fond, ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent, c'est lors de l'entrée au collège que, peut-être parce que ces enfants pensent qu'ils sont admirés et aimés de manière aussi inconditionnelle qu'à la maison, que souvent, malheureusement, le collège, comme vous le savez, est souvent un espace de confrontation, et quasiment 100% des jeunes que je reçois ont tous été harcelés. Harcelés, qui est vécu comme un échec dramatique, ce qui est légitime, mais néanmoins vont s'effondrer totalement. Et ce n'est pas tant une phobie scolaire, c'est le fait de revenir dans la matrice, c'est-à-dire à la maison, comme un moyen de rester dans un univers dans lequel ils se sentent finalement en sécurité. Sauf qu'il y a une chose qu'on a oublié de dire dans toutes les études sur les hikikomori, c'est qu'est-ce qu'ils font dans leur chambre. Eh bien, ils jouent la plupart du temps aux jeux vidéo, ils regardent des animes, ils ont les écrans qui leur permettent de rester en lien. Les jeux vidéo vont servir leur cause, parce que surtout certains jouent à des jeux compétitifs, donc LOL, League of Legends,
d'autres jeux, je ne vais pas les citer, où finalement ils vont pouvoir continuer le combat. Ils vont pouvoir être reconnus par la communauté des autres joueurs comme les meilleurs. Et finalement, petit à petit, les années passent. Dans ma patientèle, j'ai reçu, maintenant il y a quelques temps, un jeune homme qui avait maintenant 32 ans, qui est resté quasiment 10 ans dans sa chambre. Le fait même de venir au cabinet était en soi un exploit, ce qu'on pouvait repérer chez certains qui ont des phobies sociales ou des agoraphobies. Et puis un jour, il commençait à aller mieux. Il m'a dit qu'il était allé finalement se promener au bois de Vincennes. Il a dit « ça fait tellement d'années que je n'ai pas ressenti l'herbe sous mes pieds ». Et donc il y a une sorte de dégagement de leur propre corps au détriment d'un monde virtuel dans lequel ils échappent à toute contrainte qui est celle de la relation à l'autre. On pourrait se dire que ce sont finalement comme des caricatures de ce que notre société a engendré, c'est-à-dire des enfants qui sont des sortes de prolongations que les psychanalystes appelleraient narcissiques phalliques, des idéaux parentaux, à l'image peut-être de La promesse de l'aube de Romain Gary, finalement comme ça suridéalisés. Et je dirais que moi, en tant que psychothérapeute et psychanalyste, je repérais le fait que c'était très compliqué de les prendre en charge. En psychothérapie dite classique, pourquoi ? Parce que, au fond, la psychothérapie, c'est aussi accepter, peut-être de leur part, finalement, une forme d'échec. Et je dirais que même la psychothérapie, c'est aussi se confronter à l'échec, au deuil, etc. Et c'est la raison pour laquelle, il y a maintenant 5 ans, j'ai voulu imaginer un nouveau type de prise en charge qui s'appelle l'école des héros, qui est un nom un petit peu ironique. D'ailleurs, la première année, les jeunes ont souhaité changer le nom, ils ne supportaient pas. Et finalement, ils n'ont rien trouvé, mais bon, j'ai voulu les laisser faire. Et l'idée, c'était de penser l'école. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre le mécanisme du programme. Et héros, parce que je pensais dans l'idée que finalement, ils ont été les héros dans le regard parental, et comment les aider à redevenir quelque part les héros de leur propre destin, en quittant cette place-là. Ça fait maintenant 5 ans qu'on existe. On a d'abord été financé par la MILDECA, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, qui, dans un programme un peu innovant, financé. Donc ça a été une phase d'expérimentation qui a été faite à Issy-les-Moulineaux, avec des jeunes de 13 ans à 22 ans. 5 ans après, nous avons une unité qui est au Vésinet, qui est rattachée à un hôpital de jour. Je croise les doigts, peut-être qu'on va avoir une nouvelle unité qui va ouvrir à Vincennes. Mais l'idée, c'était nous fonctionnons avec des classes de 8 jeunes. Et tout simplement, parce que ça a toujours été mon idée, c'est-à-dire faisons des écrans des alliés et non pas des ennemis, eh bien, je leur propose de réaliser des jeux vidéo. Alors certains vont dire, vous soignez le mal par le mal. Alors c'est souvent les médias qui me disent ça. Mais c'est pas le mal. Le jeu vidéo en soi, c'est pas le mal. C'est un objet de plaisir. C'est une occupation que 35 millions de Français ont. Je suis moi-même un psy-gamer, entre guillemets. Je joue moi-même aux jeux vidéo. Je m'en porte pas trop mal. Et c'est surtout le fait que créer un jeu vidéo exige des compétences pas du tout évidentes. Nous utilisons des logiciels professionnels. Alors, je ne vais pas rentrer dans le nom des logiciels, accompagnés par 2 professionnels du monde du jeu vidéo, très bienveillants, un codeur et une graphiste. Et sur une année, on leur propose de créer un jeu vidéo. Donc, premier prétexte, c'est le fait de reprendre du plaisir à apprendre, sauf que là, on est dans une approche un peu différente, c'est que c'est en faisant que l'on apprend. De plus, il y a quand même cette dimension puissante qui est celle de la créativité, qui est une manière tout à fait enrichissante et thérapeutique de déplacer quelque chose de ces inquiétudes, de ces déprimes, de ces angoisses dans une dimension créative avec le recul nécessaire dans ces allers-retours entre le fond, la forme. De plus, il y a une dynamique de groupe qui se met en place. Donc, ce sont des jeunes qui sont très méfiants des autres, mais étant donné qu'ils sont plus dans une sorte de groupe où les autres semblables sont plus des semblables que des autres, très rapidement se met en place une
une dynamique de groupe plutôt bienveillante. Et ça, c'est toutes les après-midi. Et nous avons mis en place le lundi matin de la médiation thérapeutique par les jeux vidéo, qui est une technique que j'avais imaginée il y a maintenant 25 ans. Nous avons hier commencé un jeu qui s'appelle Beyond Two Souls de David Cage, qui est un excellent jeu, qui sont des moyens intéressants d'aider les jeunes à pouvoir, à travers les avatars, aborder des thématiques. Et puis le vendredi matin, nous avons mis en place un atelier de création de jeux de rôle sur plateau. Et nous fonctionnons tous les jeunes fonctionnent sur Discord, qui est la messagerie des gamers. Alors vous avez bien compris, le psychologue qui accompagne tous ces jeunes est lui-même un psy-gamer, c'est quelqu'un qui est un passionné. Et finalement, nous avons un environnement où finalement ils perçoivent que les thérapeutes n'envisagent pas le jeu vidéo comme le mal absolu, mais plutôt comme un outil qui leur permette. Pour dire les choses, nous avons dû faire des bilans et nous avons un taux de réussite qui est très impressionnant, c'est-à-dire plus de 75%. C'est quoi le taux de réussite? C'est qu'au bout d'un an, des jeunes peuvent reprendre tout simplement des études. Certains, c'est le bac. Nous travaillons avec une association qui s'appelle l'école à l'hôpital, avec des profs qui viennent. Certains reprennent des études dans le domaine de l'informatique ou autre. Et l'idée derrière, et ça c'est peut-être une chose qu'on rencontre lorsqu'on travaille en institution, j'ai moi-même travaillé 20 ans en institution, c'est comment ne pas simplement percevoir, sans être dans le déni, ce qui va mal. Ce sont des jeunes qui ont des compétences. Et mon idée, c'était de percevoir chez eux aussi ces compétences-là, sans nier la souffrance dans laquelle ils étaient. Et je crois que c'était important parce que parfois, lorsqu'on est institution, ce qui est normal, on va évoquer ce qui va avant tout mal, alors que parfois, il y a des domaines où ça va plutôt bien. Et je crois que c'est un petit peu ça l'idée, sans être dans une sorte d'optimisme naïf, c'était d'imaginer qu'on pouvait travailler avec eux cette question. L'addiction aux jeux vidéo, ou l'addiction, n'est que la partie visible, évidemment, comme vous l'avez saisi, d'autres problèmes. Je n'ai pas évoqué aussi toutes les problématiques intrafamiliales. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il y a en effet, dans ce programme, une manière d'encourager leurs compétences, sans nier leurs souffrances, pour les accompagner dans le fait que réaliser un jeu vidéo, c'est aussi se confronter aux échecs, mais des échecs productifs. Donc dans la capacité à persévérer dans le bon sens du terme. J'aimerais peut-être aussi évoquer, puisque là, je ne sais pas, j'ai peut-être... Très rapidement, parce que là... Non, alors je ne vais pas l'aborder. J'aimerais simplement montrer, peut-être, si c'est possible. Alors, sur le site de l'École des héros, c'est le premier jeu que les jeunes ont réalisé. C'est un jeune qui a réalisé ce jeu. Et je trouve que ce jeu est à l'image de leur difficulté à ce qu'implique sortir, en prenant le risque que si on traverse une route, on peut se faire écraser. Et pour nous qui travaillons beaucoup sur en quoi le jeu, la mécanique du jeu nous renseigne sur ce qu'ils sont. Alors, peut-être qu'on peut simplement envoyer la vidéo. La vidéo. Et voilà. Donc quand on sort, on prend le risque de se faire écraser, mais comme dans un jeu vidéo, on perd, mais on recommence. L'idée, c'est comment est-ce que dans le vrai monde, il est possible de recommencer sans forcément, perdre tout espoir. Donc c'est ça un peu l'idée, et je pense que c'est, pour terminer, et pour généraliser peut-être, je pense que plus notre société n'acceptera pas que l'échec est quelque chose de productif, que c'est en se trompant que l'on apprend, et plus nous aurons de plus en plus de jeunes qui vont abandonner. Et je crois que c'est intéressant de pouvoir remettre l'échec comme quelque chose de productif qui nous permet d'avancer. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael Stora. Docteur Catherine Bergeret, vous êtes chirurgien plastique, vous êtes présidente du syndicat national de chirurgie plastique reconductrice et esthétique.
Vous allez nous parler des modèles réseau, justement. Si normalement il marche, faut juste parler une petite seconde pour que ça se déclenche. Et je vous donne la zapette que vous avez quelques éléments de présentation pour illustrer vos propos justement sur ce modèle réseau. Merci pour cette invitation, parce que en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, on est souvent vécu comme des chirurgiens uniquement esthétiques. Vous savez qu'actuellement, l'esthétique, elle est souvent désavouée, elle est malmenée, parce que les gens ne comprennent pas très bien ce qu'on fait. Donc, nous, on répare, en fait. On répare des choses très importantes et on répare des choses qui sont peut-être mineures, mais qui peuvent avoir une importance extrême pour l'enfant, l'adolescent, et puis également, bien sûr, pour les adultes. On a quand même une majorité d'adultes, hommes et femmes, dans notre patientèle. Donc, c'est intéressant d'être avec vous pour ça. Et puis, pour vous expliquer que... Alors, lancez ma présentation. La flèche à droite, voilà. Sinon, pour avancer un par un, vous faites là. D'accord, allons-y. Elle n'a pas été mise dedans dans ce... Ah, voilà. Si, voilà. C'est bon, elle Très arrive. bien. Alors moi, je suis confrontée à la pathologie psychique, je ne veux pas dire mentale, mais psychique liée aux réseaux sociaux, parce que je fais de la chirurgie plastique en général, je m'occupe du visage, du corps, mais également beaucoup des réparations génitales chez les hommes comme chez les femmes. Et en raison de cette explosion d'images gratuites et d'informations, alors fake news aussi, d'informations erronées, mais également d'informations en tout genre, on a des jeunes qui viennent nous voir de temps en temps en tant que chirurgien plasticien et nous disent « mais est-ce que je suis dans la norme ?» Alors on a 3 problèmes majeurs actuellement. C'est encore l'accès à des clips vidéo gratuits de pornographie qui sont extrêmement perturbantes pour les jeunes, les réseaux sociaux avec beaucoup d'images et un nouveau métier qui s'appelle les influenceurs, et des influenceurs qui nous aident maintenant parce qu'ils ont compris que c'était dangereux, mais beaucoup d'influenceurs qui sont plutôt dans le déni et qui proposent des modèles de vie, bling bling souvent, mais également des modèles de vie et d'apparence physique qui sont complètement faux, erronés, irréalistes ou même extravagants. Rappelez-vous, Jocelyne Wildenstein, qui est issue d'un milieu extrêmement favorisé, qui est devenue une femme panthère complètement monstrueuse, et puis également les 2 frères Bogdanov, qui étaient quand même des astrophysiciens très connus et qui étaient tout à fait normaux dans leur jeunesse, et puis qui sont devenus littéralement monstrueux en se trouvant très beaux. Puis il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc il y a vraiment, c'est très important d'essayer d'aider les gens à garder une image qui leur permette de s'intégrer partout et non pas de se marginaliser. Alors, voilà, je vous lis ça, recherche de l'identité et de l'appartenance, influence des pairs et des médias, manque d'expérience et d'esprit critique, sensibilité accrue. Bien sûr, là, on parle des adolescents et également des tout jeunes, parce que finalement, 10-11 ans, ce n'est pas des adolescents. Pour moi, c'est encore des enfants. Donc, ils sont en pleine construction, ils sont en pré-puberté surrénalienne, ils ne sont pas encore pubères, et puis, enfin, ils l'ont déjà démarré la plupart du temps, mais juste, et puis ils ne sont pas dans la vraie puberté gonadique, ovarienne ou testiculaire. Et ils sont donc, le corps va se transformer, ils sont déjà en train de se poser des questions par rapport à leur apparence physique, par rapport à leur appartenance au monde et par rapport à leur normalité. Donc ça peut générer un tas de troubles. Alors vraiment, ça c'était un travail que j'avais fait. Donc vous voyez, les sénatrices sont importantes. Moi j'avais fait ce travail avec Madame Annick Billon, qui est sénatrice de Vendée, et tout un groupe d'éminents gynécologues s'étaient vraiment beaucoup intéressés à l'impact de la pornographie, parce qu'à l'époque on avait Porno Hub. Donc moi je ne connaissais pas, mais grâce à certains patients je l'ai découvert. Et j'ai des jeunes patients qui m'ont dit, mais voilà, je ne me trouve pas bien, pas conforme à ce qu'il faudrait que je sois. Alors j'ai été cash, j'ai dit, mais amenez-moi des photos. Parce qu'ils ils photographient leur écran. Et effectivement, je suis tombée sur les fesses parce que je voyais des photos, mais tellement monstrueuses, en dehors de la réalité. Et donc, je pense que le fait qu'ils apportent une photo, ça témoigne bien de l'importance de leur frayeur et de cette sensation de n'être pas dans la norme. Et donc, on peut les aider en disant, mais un pénis comme ça, c'est pas la norme. C'est pas la norme, c'est même certainement handicapant. Alors, il suffit d'expliquer, et à contrario, des jeunes filles qui viennent et qui vous disent, c'est pas joli. Mais non, vous êtes dans la norme, c'est tout à fait normal. Que les petites lèvres génitales, des grandes lèvres et puis les petites lèvres génitales, qu'elles dépassent un petit peu, c'est la normale. Donc il ne faut pas forcément couper, sinon on fait une excision. Donc c'est très important de rassurer, et ça, il faut le faire. Et puis bien sûr,
moi j'ai été effondrée, mais ça c'était il y a une dizaine d'années, j'ai vu effectivement la pornographie en ligne gratuite avec des choses totalement dégradantes. Il faut expliquer aux jeunes, c'est pas ça la sexualité. Sexualité, ben, c'est aussi l'amour, on y revient, chose fondamentale. Et puis bien sûr, échanger, être capable de donner et pas uniquement de recevoir, et puis d'avoir des rapports humains dans la norme. L'autre problème, c'est effectivement nos influenceurs. Et effectivement, là, vous voyez une jeune femme, ça c'est une image que j'ai prise sur Internet, c'est pour expliquer les injections des lèvres. Elle a des lèvres normales. Mais de temps en temps, on voit des jeunes filles qui arrivent et me disent « je veux des grosses lèvres ». Je dis « mais vos lèvres sont très bien ». Notre métier, contrairement à ce qu'on croit, alors c'est justement Michael Stora qui a dû repartir, il disait très bien « attention, la plupart des chirurgiens, vous avez une rigueur extrême, parce que nous, c'est nous qui traitons les complications. Donc on est quand même obligé d'avoir une éthique, une déontologie parfaite. Et quand les gens sont trop injectés ou ont des complications comme des nécroses, bah, c'est nous qui les traitons aussi. Et donc on est vraiment vaccinés contre les excès. Et on est obligé de dire aux jeunes femmes, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Alors maintenant, heureusement, grâce à ce travail, on leur demande également une photo. Si c'est une bouche normale, ben on va leur dire que la bouche est normale. De toute façon, on n'est pas censé vous traiter. On a maintenant réussi avec tout ce travail qu'on a fait avec les différentes institutions. Maintenant, déjà l'accès pornographique en ligne est beaucoup plus limité. Enfin, Pornhub a été supprimé, il y en a d'autres évidemment. Et puis, on n'opère plus les jeunes, où on ne fait pas d'injection. Et ça, j'espère que tous les médecins qui aiment l'esthétique, et il y en a de plus en plus, et puis bien entendu, il y a des non-médecins en France. L'exercice illégal a explosé et c'est eux les plus dangereux parce qu'ils font n'importe quoi, ils utilisent des produits dont ils ne connaissent pas les propriétés biochimiques, ils injectent n'importe comment, n'importe quelle profondeur, donc ils créent des souffrances vasculaires, des nécroses, des thromboses, des nécroses, et on se retrouve avec des petits jeunes qui ont une amputation de lèvres ou une amputation du nez. Quand je dis des petits jeunes, c'est parfois des gens de 35 ans. Donc vous voyez, ça a quand même des conséquences. Donc c'est très important, elle amène la jeune femme, alors c'est souvent les jeunes femmes qui demandent des augmentations de lèvres, mais elle amène une photo, elle apporte une photo, et puis vous regardez la photo, vous dites, mais non, là c'est des boudins, on ne va pas vous faire des saucisses, on ne fait rien, parce que vous avez 16 ans, et puis venez, parlez-en autour de vous. Alors, de temps en temps, heureusement, il y a quand même une liberté de parole, non pas sur le sexe, mais sur l'apparence physique, et j'ai beaucoup de mamans ou de papas qui m'amènent leurs enfants et me disent, elle est inquiète, il est inquiet, il faut faire quelque chose. Et genre justement, on peut les rassurer à ce moment-là. Donc ça, c'est important. Et vous voyez, c'est très important, les statistiques, vous pouvez le lire. C'est vrai qu'on a passé des lois en Europe. Alors la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe, mais c'est pas grave, ils sont quand même très proches de nous. Il y avait trop d'injections de toxines botuliques sur des fronts qui n'en avaient pas besoin. À 20 ans, normalement, alors bien sûr, elles viennent, elles vous disent « Ah, j'ai les mêmes rides que papa. » Oui, mais vous avez 20 ans, on peut attendre. Donc ça, c'est très important de les aider, mais nous faisons face à l'exercice illégal. Et le rôle du syndicat que je préside, il est extrêmement important parce qu'on a lancé toutes les campagnes médiatiques contre l'exercice illégal, parce qu'on dit, attendez, là, il y a un risque sanitaire majeur, et il faut vous occuper d'exercice illégal en France. Là, bien entendu, vous voyez, Kardashian, elle a un joli visage, elle a des grosses fesses qui sont pas, on va pas dire qu'ils sont moches, mais elles ne sont pas réalistes. C'est très rare que les femmes aient ce type d'apparence. C'est vraiment ce qu'on appelle la morphologie calipige, mais on se retrouve avec un excès du volume fessier, probablement une résection ou une plicature des côtes, des dernières côtes flottantes. Enfin, c'est beaucoup de travail pour finalement avoir des grosses fesses qui vont mal vieillir. Parce que quand il y a de l'excès, il faut se dire comment je serai dans 20 ans. Donc voilà, je vous fais rire, mais c'est vrai que c'est important. Donc, alors après, il y a des petites fêtes atrophiques où on a aussi des patients HIV qui ont besoin qu'on améliore leur postérieur, leurs fesses, parce qu'ils ont des fesses vraiment très amaigries. Ça, c'est autre chose. Mais effectivement, chez une jeune fille normale, il faut lui expliquer qu'il ne faut pas faire des fesses monstrueuses. Les injections de lèvres. Alors, la nouvelle mode maintenant, donc ça, c'est une jeune femme que j'ai repérée sur Internet. C'est pas ma patiente, mais vous voyez, je leur ai jamais fait ça. La mode maintenant est d'avoir des bouches extrêmement dessinées, des nez tout petits. Alors quand on est blanche, européenne, caucasienne, un tout petit nez, c'est bien, mais si vous êtes un peu sémite et vous avez un beau nez sémite, pourquoi faire un micro-nez ? Il faut aussi garder des particularités ethniques. La mondialisation, c'est une chose, mais la standardisation de l'image n'est pas forcément un bienfait.
Donc ça, c'est important. Vous voyez, c'est la nouvelle mode, c'est un peu de décoller les oreilles, de faire des petits nez et des bouches énormes, et également d'injecter des trucs sous le front, sous le cuir chevelu, pour allonger le visage. Et alors ça, c'est une jeune femme qui est intéressante. Bon, je la plébiscite pas trop parce qu'elle est couverte de tatouages. On a un gros problème avec les tatouages, un problème sanitaire. Les tatouages ne sont pas souvent faits dans de bonnes conditions. Souvent, les tatoueurs mentent en disant on peut très bien détatouer, ce qui est une grande erreur. Et on se retrouve avec des gens qui font des tatouages sur tout le corps. Et puis 10 ans plus tard, j'ai fait une belle présentation à l'Académie de chirurgie sur le problème des tatouages. Et elles sont des repenties. Et on a des jeunes filles qui sont américaines notamment, qui sont tatouées de là jusqu'en bas. C'est-à-dire qu'elles sont obligées de se couvrir complètement le corps. Et puis après, ça a quand même une signification, le tatouage. J'ai rencontré un jeune homme qui était fiancé qui m'a dit « Mais je rêverais je l'adore, mais je ne sais pas où poser les yeux. » Oui, c'est une lecture compliquée le soir. Et alors cette jeune femme qui est une influenceuse, Sagi Sarah, elle explique comment, avec les filtres, parce qu'on a des patientes, elles disent voilà, je veux ça. Elles veulent être comme des mangas. Alors, effectivement, le Japon nous a beaucoup influencés et leur expliquer que quand on est européenne, on a des angles mandibulaires, on n'est pas forcément obligé de ressembler à un manga. Et puis bien sûr, l'identité transgenre, et là on s'est vraiment battu, et maintenant en Europe on ne peut plus opérer les jeunes. Les Suédois se sont repentis, ils ont été trop agressifs, et on a eu des jeunes qui se sont suicidés. Il ne faut pas faire de changement d'identité sexuelle. Quand on a moins de 18 ans, déjà 18 ans, quelque part on est encore très très fragile par rapport à l'acceptation de son corps et de sa personnalité. Il faut surtout aider les jeunes à ne pas se lancer dans des modifications drastiques. En France, on le fait très bien. Malheureusement, en Thaïlande, au Maroc, il y a des chirurgiens fantastiques qui ne font pas ça. Et puis, il y a aussi des arrière-cours où on fait de la chirurgie sauvage. Et puis, bien sûr, retour au naturel. Ça, c'est une pub Dove. Alors, je l'ai bien aimé au départ, mais enfin, j'ai vu qu'il continuait. Ça permet bien de montrer que toutes les femmes n'ont pas l'obligation de se ressembler. Et c'est la même chose pour les hommes, mais d'un autre côté, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas aussi pour vendre? Donc effectivement, il faut quand même comprendre que c'est bien de dire que quand on est un peu rond, ça peut être très joli, mais attention, si vous êtes trop gros, il ne faut pas tomber dans le problème américain où il disait « big is beautiful », parce que si vous dites « big is beautiful », on ne se rend pas compte qu'après, vous ne pouvez pas marcher. Moi, quand j'ai étudié aux États-Unis, j'avais des patients qui faisaient 300 kilos, il fallait un treuil pour les lever du lit. Donc, si vous voulez, c'est une aberration. Les gens ne vivent plus. Et puis après, ils sont dans un cercle épouvantable. Leur métabolisme est détruit. On ne peut plus les faire maigrir, même en les affamant. Donc, c'est très important. J'ai sauté ma conclusion, mais c'est très important d'aider en tant que plasticien. Nous, les chirurgiens plasticiens, on a vraiment cette rigueur. On essaye d'éviter les grosses bouches. Alors, vous me direz, il y a bien quelqu'un qui s'est lancé sur Jocelyne Wildenstein, puisqu'elle a été manifestement opérée. Et cette femme qui était très jolie est devenue monstrueuse. Mais ça, c'est vraiment des comportements très marginalisés qui ne sont pas le propre de la profession de chirurgie plastique. Nous, on répare, on n'est pas là pour endommager. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup.